Bonjour, je vais vous présenter la méthode qui a permis la production d'indicateurs de la présence des langues sur la toile pour 329 langues. Vous pouvez consulter à l'adresse indiquée les résultats, l'article scientifique, etc. C'est une méthode assez compliquée, assez longue à expliquer. Je vais essayer d'être sous la demi-heure et je vais passer quelques diapos très rapidement. Si vous voulez savoir précisément ce dont il s'agit, vous arrêtez le vidéo un instant et vous lisez le diapo. Je fais ça pour essayer de rester sous la demi-heure. On y va. Et ça explique qui a participé, qui a aidé, qui a financé, donc vous pouvez le consulter. Nous ne sommes pas des nouveaux dans le champ de la mesure des langues dans l'Internet, on était un des pionniers. Et depuis 2017, on a réussi de nouveau à produire des résultats. On a commencé avec 139 langues, celles qui ont plus de 5 millions de locuteurs L1. J'utiliserai la terminologie L1 pour langue maternelle, L2 pour deuxième langue. Entre 2017 et 2022, la nouvelle méthode a connu 3 versions, 1, 2, 3, qui a montré les progrès avant tout dans la maîtrise des biais qui sont inéluctables et quand on travaille sur des données statistiques. Il y a un grand paradoxe dans le thème de la diversité linguistique, c'est quand dans la période initiale 97-2007, il y avait pas mal d'acteurs du monde non lucratif, universités, ONG, et ensuite c'est devenu le désert, il n'y avait plus que 2 acteurs du monde commercial, du monde du marketing, qui étaient capables de donner quelques renseignements sur la place des langues dans l'Internet. La première version de 2017, le concept utilisé, c'est d'utiliser autant que possible des sources de données pour tous les espaces de l'Internet, directement ou indirectement. On va y trouver des données sur Wikipédia, des données sur les lignes téléphoniques, tout ce qui a un rapport direct ou indirect à l'Internet et pour lequel on a des données sur la place des langues, on l'utilise pour essayer de travailler. De plus, comme les données sur les langues sont très difficiles à trouver, très rares, la grande astuce de la version 1, c'est de transformer des données pays en données langues en utilisant les données démolinguistiques. Données démolinguistiques, ça veut dire combien de gens de telle langue sont parlés dans chaque pays. Avec ça, on est capable de transformer des données par pays, qui sont beaucoup plus fréquentes, en données par langue, avec bien entendu une hypothèse implicite dont on va revenir dans la partie de discussion sur les biais. Ensuite, à partir de ces multiples sources de données sur les pays et sur les langues, on utilise des astuces statistiques assez simples et on obtient des indicateurs. Et ensuite, on fait très attention aux biais que comportent les données, la méthode, etc. On a identifié dans la version 1 369 micro-indicateurs, sources de données, qu'on a répartis dans 6 indicateurs principaux: internautes, personnes connectées à l'Internet, langue connectée à l'Internet, contenu, c'est pourcentage de pages web en telle langue, usage, c'est-à-dire connexion vers des abonnements, vers des réseaux sociaux, applications, etc. Trafic, on est capable de savoir quel est le pourcentage du trafic dans telle langue. Interface, la présence ou l'absence d'une langue dans une interface d'application ou comme pair dans un programme de traduction en ligne. Manière d'évaluer le support technologique dans l'Internet d'une langue. Et en dernier, index, il s'agissait de mesurer les pays, donc indirectement les langues dans la société de l'information. Est-ce qu'il y a un gouvernement électronique qui fonctionne bien? Est-ce qu'on peut payer les impôts en ligne, etc. À partir donc de ces indicateurs construits sur les sources, on était capable de produire 4 macro-indicateurs appliqués sur les langues: puissance d'une langue ou poids d'une langue, capacité, gradient et productivité des contenus. Dans la version 3, le travail sur les biais nous a amené à redéfinir un petit peu la méthode, sans en changer les grands fondements. Maintenant, on la présente comme une approximation indirecte au contenu, basée sur une observation que l'on a faite depuis le début de nos recherches: la productivité des contenus, qui est le rapport entre pourcentage de contenu divisé par pourcentage de personnes connectées dans la langue,
a toujours été dans une fenêtre 0,52. 1, ça veut dire qu'on a une productivité normale de contenu. Plus grand que 1, c'est qu'elle est très forte. Plus petit que 1, c'est qu'elle est faible. Mais ça ne s'est jamais écarté de 0,52, 0,5 étant la moitié de 2. Cela suggère qu'il existe une loi économique pour chaque langue qui lie la demande et l'offre. La demande, c'est les locuteurs connectés qui veulent avoir des contenus et des applications. L'offre, c'est les contenus et les applications. Quand le nombre de locuteurs connectés dans une langue croît, le nombre de contenus dans la même langue croît dans plus ou moins la même proportion. De quoi dépend ce plus ou moins? Il dépend du nombre de locuteurs deuxième langue connectés. S'il y a beaucoup de personnes deuxième langue, il y aura plus de contenu. Il dépend du trafic Internet dans les pays où les locuteurs s'expriment. Et ça, c'est caractérisé par les tarifs vers l'Internet, par la littératie numérique, par la culture en général. Il dépend de la quantité d'abonnements des personnes dans une langue donnée vers les réseaux sociaux et les autres applications importantes de l'Internet. Il dépend, on l'a déjà dit, du support technologique de la langue dans le monde numérique. Il dépend des progrès des pays en termes de société de l'information. Donc, si on est capable de rassembler des données significatives sur tous ces paramètres, on pourra approcher la modulation du plus au moins et en fonction de ça, en déduire les contenus de manière indirecte. Et on continue, bien entendu, à s'appuyer sur des données par pays transformées en données par langue à partir des données démolinguistiques, qui est une clé de la méthode. On extrapole les sources incomplètes parce qu'il est très rare que les sources vous donnent pour tous les pays. On fait des pondérations avec les personnes connectées pour essayer de transformer des données en des données standards. On travaille sur des moyennes, des quartiles, on fait du travail sur les biais. Et dans la version 3, il n'y a plus de contenu dans la partie d'entrée, il est devenu une importante partie de la sortie. Donc on a les mêmes 5 indicateurs sauf contenu, et le produit cette fois s'appelle contenu en pourcentage, présence virtuelle, rapport entre contenu et locuteur dans une langue donnée, productivité des contenus, rapport entre contenu et personnes connectées dans cette langue. Voilà, ce sont les grandes lignes du nouveau modèle. On va regarder maintenant un par un chacun des éléments et d'où on prend les sources. Les internautes, on a 3 sources pour le faire, puisqu'on travaille par pays d'abord. On a les données de pourcentage de personnes connectées par pays que nous offre l'UIT, l'Union internationale des télécoms, un organisme des Nations Unies. Comme il n'a pas les données pour tous les pays parfois, on complète avec des données de la Banque mondiale. En ce qui concerne les données démolinguistiques, nous utilisons une base de données de Ethnologue, qui est la référence dans ce domaine, qui nous donne la répartition des locuteurs L1, L2 par pays. Et ensuite, on fait une équation simple qu'on appelle pondération, qui est marquée sur la diapo, qui a l'air compliquée comme ça, mais en réalité, c'est très simple, et je vais le montrer sur un exemple. Prenons l'exemple du vénitien. Nous savons par Ethnologue qu'il y a 4 millions de locuteurs du vénitien au Brésil, 50 000 en Croatie, 3 800 000 en Italie, 2 500 au Mexique. Nous savons par l'UIT qu'il y a 81% des personnes connectées au Brésil, 78% en Croatie, 70% en Italie et 72% au Mexique. Nous multiplions chacun des facteurs et nous faisons l'addition et nous divisons par le total de 7 852 500 personnes qui parlent le vénitien dans le monde. Et c'est comme ça qu'on arrive à leur taux de connectivité à Internet est 75,66%. Bien entendu, je le répète, il y a une hypothèse derrière ces calculs que l'on va discuter dans le chapitre sur les biais. Donc, un produit matriciel. Et les usages, on a fait 4 groupes de types d'usages. Les abonnés aux réseaux sociaux, nous utilisons 36 sources. Les applications, les réseaux sociaux qui ont plus de 100 millions d'abonnés. Certaines fois, nous avons le nombre d'abonnés par pays, la répartition. D'autres fois, nous ne l'avons pas et nous travaillons à partir du trafic par pays que nous transformons en abonnés par pays. La diffusion de vidéos, nous avons 2 sources seulement, Netflix, nombre d'abonnés par pays, et la pénétration de YouTube par pays. Les contenus ouverts, pour le moment, une seule source, qui est un peu court, la somme des téléchargements de OpenOffice par pays. Pour les infrastructures, nous avons 3 sources, mais qui sont très fiables et très solides, offertes par la Banque mondiale, pourcentage de lignes fixes, mobiles et de larges bandes Internet par pays.
Comme nous n'avons pas toujours tous les chiffres pour tous les pays, nous extrapolons. Nous extrapolons au prorata des données de connectivité. Ça suppose que plus connecté vous êtes et plus il y a de chances que vous ayez des personnes qui sont abonnées à des applications. En gros, c'est un peu ça la logique. Pour le trafic, nous avons utilisé des données offertes par Alexa et SimilarWeb, des outils qui sont capables de nous donner la répartition par pays du trafic vers des sites web donnés. En général, ils se préoccupent des millions de sites les plus visités. Nous avons sélectionné 1421 sites de manière à éviter les biais de sélection. Nous allons revenir là-dessus. Et puis, même salade, extrapolation et pondération, et nous avons les données de trafic par langue. Pour les interfaces, nous avons pris 13 applications et 10 programmes de traduction en ligne, et nous avons les données pour savoir si une langue appartient ou pas aux interfaces de ces applications ou aux programmes de traduction en ligne. Donc c'est un critère très objectif. En fonction de la présence ou l'absence, nous définissons un pourcentage que nous pondérons avec au prorata des personnes connectées, et nous avons ainsi une donnée mondiale. Pour les index de la Société de l'information, nous avons aujourd'hui 27 sources, c'est pratiquement exhaustif. Liberté dans l'Internet, qualité d'université, gouvernement électronique, participation électronique, accès à l'information et communication, etc. Ce sont des données qui proviennent d'organismes internationaux ou d'ONG et qui sont fiables, bien qu'elles soient subjectives. Ce sont des notations sur les pays. Nous extrapolons, cette fois-ci par une autre méthode, celle des quartiles. Nous transformons pays en langue, nous pondérons et nous obtenons le pourcentage mondial par langue de l'index de la Société de l'information. À partir de ces données, nous fabriquons, comme je l'ai expliqué, les contenus en pourcentage, la présence virtuelle et la productivité des contenus. Les résultats, ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Il y a une autre présentation pour ça qui est sur la page que je vous indiquais au début. Mais pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont pas vu les résultats, nous sommes capables de produire ce genre de résultats. Le classement des langues, là je présente les 30 premières langues, mais nous avons les données pour 329 langues. On voit que le chinois et l'anglais se partagent la première place autour de 20%, suivi par l'espagnol autour de 8%, suivi par un groupe de langues hindi, russe, français, portugais, arabe autour de entre 3 et 4%, etc. Nous sommes capables de dire que les langues les plus connectées, c'est-à-dire dont les locuteurs sont les plus connectés, sont le norvégien, le danois, le suédois, le catalan, le japonais, etc. Nous sommes capables de donner la liste des pays, des langues qui ont la meilleure productivité de contenu. On aurait pensé que l'anglais était premier, c'est le japonais. Ensuite, d'autres langues. Vous allez voir que dans la présence virtuelle de la productivité, on va retrouver bien entendu beaucoup de langues européennes qui sont celles qui sont les mieux connectées et qui sont celles qui ont les plus grands progrès dans la société de l'information. Nous sommes également capables de produire ce tableau très intéressant qu'on appelle cybergéographie des familles linguistiques, comparant les 138 langues africaines avec les 8 langues américaines, avec les 135 langues asiatiques et les 47 européennes. Quelles sont leurs performances dans l'Internet? On voit que l'Europe a 45,4% des contenus de l'Internet, mais que l'Asie est en train de s'approcher très fortement avec près de 45%. On voit que l'Afrique a des taux de présence virtuelle extrêmement faibles, 0,3, et de productivité extrêmement faible, conséquence de la fracture numérique. Nous sommes également capables, pour chaque langue, de donner le classement des locuteurs connectés. Par exemple, pour l'anglais, aux États-Unis, 30% des anglophones connectés. Le second, c'est l'Inde, qui est en fait le deuxième pays anglophone du monde, si on compte L1 et L2, avec 265 millions et 12% des personnes connectées. Au Royaume-Uni, Allemagne. On pourrait le faire avec d'autres langues. Et nous avons un indicateur de cybermondialisation qui donne des perspectives à plus long terme stratégiques pour les langues dans l'Internet, dans lequel l'anglais et le français occupent les 2 premières places avec beaucoup d'avance sur les autres. Parlons maintenant des biais. Les biais, on les a analysés pour la méthode pour travailler sur les deuxièmes langues, et puis pour chacun des indicateurs, internautes, index, etc. Entre la version 1 de 2017 et la version 3, nous avons progressé d'une note moyenne de 14, ensuite 15 et maintenant presque 18. Ce sont des notes subjectives entre 0 et 20, comme
comme un étudiant dans un examen. Nous allons voir chacun des éléments maintenant. Il y a une hypothèse de travail sur laquelle repose la pondération qui permet de passer des connectivités par pays aux connectivités par langue, c'est que toutes les langues dans le même pays ont le même pourcentage de locuteurs connectés. Est-ce que c'est vrai? Probablement non. La fracture numérique existe à l'intérieur des pays, mais c'est une exigence pour pouvoir travailler et faire cette méthode. Quelles sont les conséquences de ce biais accepté? On ne peut pas comparer les langues au sein d'un même pays. Je vais prendre l'exemple de l'Espagne. Probablement, les Catalans sont mieux connectés que les locuteurs de l'espagnol, lesquels sont beaucoup plus connectés que les locuteurs de l'arabe, langue des travailleurs immigrés qui ont moins de capacités socio-économiques pour se connecter à l'Internet. Est-ce que les différences sont violentes? Pas vraiment. Si on évite de travailler sur des populations linguistiques à faible effectif, le biais est acceptable. Il faut savoir néanmoins qu'il y a un biais positif pour les langues d'immigration dans les pays développés qui sont surestimées et qu'il y a un biais négatif pour les langues des pays développés, par exemple les langues européennes en Afrique, probablement mieux connectées que les langues des pays locuteurs, des pays locaux. C'est un biais marginal et on travaille avec. Deuxième biais qui avait une mauvaise notation dans la version 1, c'est la méthode pour la deuxième langue. Nous n'avions pas de données démolinguistiques pour la deuxième langue dans la version 1 et nous étions obligés d'extrapoler les résultats à partir des résultats première langue, ce qui créait un biais très important favorisant l'anglais et le français, puisque l'on estimait les locuteurs de l'anglais et du français dans le monde en deuxième langue au même niveau qu'aux premières langues, ce qui est probablement tout à fait inexact. Grande chance, pour la version 2, Ethnologue propose pour la première fois les données linguistiques pour L2 et L1. Problème résolu. Il faut quand même savoir que les données démolinguistiques ne sont pas aussi fiables pour L2 que pour L1. On le voit d'ailleurs en regardant les sources avec des valeurs très différentes. Très important, quand on travaille sur les données L1 plus L2 et que l'on calcule des pourcentages mondiaux, la logique veut que l'on les calcule non pas sur la population mondiale, le nombre de locuteurs L1, mais sur la population L1 plus L2 qui est beaucoup plus grande. Malheureusement, ce principe élémentaire de logique mathématique n'est pas respecté et on a parfois des résultats différents ou surprenants à cause de cette erreur. Selon Ethnologue, la population mondiale à la date de... On a montré les données de 2021, mais qui sont probablement des données pour Ethnologue de 2020. C'était 7 milliards 200 millions. Le nombre de locuteurs L1 plus L2, c'est 10 milliards. Donc, selon ces résultats, 43% de l'humanité est multilingue, et plus que bilingue, et plus que monolingue. Pardon. Par contre, si on prend les données, voici les données donc pour Ethnologue, 370 millions de locuteurs anglais première langue, 978 millions deuxième langue, pour un total de 1,35 milliard. Par contre, Wikipédia, une autre source, donne 1,18 milliard. Statista, qui ne nous dit pas quelle est la source pour laquelle elle projette ces données, parce qu'il faudrait payer pour le savoir, nous dit 1,5 milliard. David Crystal, qui est un chercheur renommé dans ce domaine, pense que l'anglais atteindra les 2 milliards à long terme. On n'y est pas encore. Et quels sont les biais pour l'indicateur internaute? L'UIT couvre tous les pays. Pour la version 1, on avait vraiment une très bonne source. Et le projet Joshua qu'on utilisait comme source démolinguistique n'était pas très fiable. On avait mis une note de 17, une sorte de 19 plus 14 divisé par 2. En version 2, l'UIT a cessé de proposer ses propres données pour certains pays qui n'avaient pas les données en question. Et Ethnologue a été mis, donc on a eu moins 3 plus 2, ce qui a baissé un peu la note. Pour la version 3, coup de chance, la Banque mondiale prend le relais quand l'UIT ne couvre pas, donc nous avons un indicateur fiable basé sur des données qui ont une définition mondiale commune que je ne vais pas expliquer, mais vous pouvez consulter dans le document. Pour les index, nous sommes passés de 5 sources à 25 sources, pratiquement exhaustifs, donc nous sommes très contents, très peu de biais. Les contenus, ça a été le casse-tête numéro 1 de la méthode et ça a terminé par la suppression de ces indicateurs en entrée.
Et ça a été un drame de le supprimer parce que les meilleures statistiques possibles existantes sur les langues dans l'Internet, c'est Wikimedia qui les offre. Wikimedia a une dizaine d'applications. Tout le monde connaît Wikipédia, les gens connaissent moins bien Wiktionnaire, Wikilib, Wikicitation, Wikivoyage, etc. Pour chacune de ces applications, Wikimedia couvre 329 langues et offre des statistiques exceptionnellement bonnes. Donc c'était vraiment un des éléments clés de la méthode. Malheureusement, bien que Wikipédia soit chaque jour de plus en plus global et couvre de plus en plus de territoires du monde, il a un biais occidental de naissance qui est encore présent. Et il a également des anomalies à cause de politiques communautaires linguistiques très agressives. Certaines langues qui ne sont pas très présentes dans l'Internet sont extrêmement présentes dans Wikipédia. Par exemple, le cebuano de Philippines est la deuxième langue en nombre d'articles dans Wikipédia, alors qu'elle est une langue relativement mineure au niveau du nombre de locuteurs. Or, tout cela conduisait à un biais négatif pour les langues asiatiques, très fort, et à un biais positif pour certaines langues, un biais suffisamment fort pour les faire apparaître très fort dans les résultats finaux, l'hébreu, le suédois, le serbo-croate, le français et l'anglais. Et puis les anomalies dont je vous ai parlé, le malgache, le tagalog et d'autres. Donc il fallait absolument essayer de surmonter ces biais, et il y avait une très mauvaise note pour les biais. Pour la version 2, on a d'abord travaillé sur les langues qui donnaient des résultats anormaux. Et pour ça, on a remplacé le nombre d'articles par langue par une équation, qui est le nombre d'articles par langue multiplié par le nombre d'éditions, multiplié par le nombre d'éditeurs, multiplié par la profondeur, qui est un indicateur de qualité que Wikipédia nous offre. Et on divisait tout ça par le nombre de locuteurs L1, L2 au carré. Ça donnait une équation beaucoup plus juste qui équilibrait les langues qui faisaient des copies d'articles d'autres langues et puis les laisser sans les modifier. De plus, on a pondéré chacun des indicateurs de contenu. Le meilleur T-index pour le commerce électronique avait un poids fort de 3 et l'équation en question valait 1, puis les autres, on les avait descendus à 0,1, beaucoup moins important, sauf Wikilivre qui était à 0,5 au même niveau que le nombre de livres par langue vendus par Amazon aux États-Unis. Avec ça, on a amélioré sérieusement les biais, mais on a toujours le biais pro-occidental. Alors, pour la version 3, on s'est lancé dans un travail de titan. On a identifié, inventorié tous les encyclopédies en ligne par langue existants, essayé de trouver des données sur le nombre d'articles et faire un pot commun avec Wikipédia. Un travail long et finalement très décevant. Quand on a fini, on s'est rendu compte que les encyclopédies en ligne n'étaient pas un bon indicateur de la présence des contenus dans l'Internet. Je vais vous le montrer. Et on a pris la décision du plouf. On a enlevé l'indicateur contenu d'entrée. Regardez. À droite, vous avez le nombre d'articles de Wikipédia un peu inférieur à 60 millions. Le premier, l'anglais, avec 6 millions, cebuano 6,1, allemand 2,7. Et à gauche, vous avez les autres encyclopédies en ligne par langue. Vous voyez par exemple que le turc a 8 millions d'articles dans Exisosloop, plus que l'anglais dans Wikipédia. Mais surtout, vous voyez que le chinois a 24 millions dans Baidu Baike, 18 millions dans Baike Udong, et probablement autant, mais nous n'avons pas pu trouver les chiffres, dans Shogu Baike. Ça le propulserait en première langue de l'Internet. Donc il y a, selon les langues, un effort plus ou moins grand, parfois nul, parfois énorme, qui est fait pour avoir des encyclopédies en ligne. Ce n'est pas un bon indicateur pour mesurer les contenus de l'Internet. Donc, suppression. Gestion des biais pour le trafic, c'est le troisième biais le plus important après contenu. Il découle de l'utilisation d'outils comme Alexa, qu'on avait mesuré comme très biaisé contre les pays asiatiques et le Brésil dans la version 1. Comment on a fait? On a comparé le trafic par pays et le nombre d'abonnés par pays. Il devait y avoir une corrélation, on ne la trouvait pas. Dans la version 2, Alexa a montré qu'il avait résolu le biais asiatique, mais cette fois, il y avait un biais contre les pays européens et donc les langues européennes, qui n'était pas vraiment un biais, en fait, c'était une erreur qu'on a découvert. On a essayé de corriger l'erreur d'une certaine manière, et on s'est rendu compte, après beaucoup d'essais, que le problème le profond, en plus des biais des outils, c'était la sélection des sites web.
Quels que soient nos efforts, on avait utilisé la moyenne en excluant les 20% de chiffres les plus forts et les 20% les moins forts, la moyenne réduite. Malgré ça, le biais de sélection était important et il fallait vraiment résolument s'y attaquer. C'est ce qu'on a fait. Je ne vais pas l'expliquer dans cette présentation, c'est assez compliqué. On a supprimé le biais de sélection avec une méthode systématique, programmée, et ça a permis de faire réapparaître beaucoup plus haut les langues asiatiques. Pour les interfaces, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de métrique pour savoir le support technologique des langues. La méthode indirecte que nous utilisons vaut ce qu'elle vaut, en tout cas elle n'est pas biaisée, parce que c'est clairement objectif, oui ou non. Ça ne favorise pas, bien entendu, une centaine de langues qui n'apparaissent jamais dans ces applications et qui vont être notées 0, mais bon, c'est la réalité d'aujourd'hui. Pour les usages, qui est le deuxième biais le plus important, une fois de plus, le biais était à cause d'une approche centrée sur l'Occident. Nous avions utilisé les réseaux sociaux les plus connus, Facebook, LinkedIn, Reddit, etc., qui sont très centrés dans le monde occidental. Pour résoudre ce biais, nous avons fait l'effort d'inclure tous les réseaux sociaux mondiaux, et en particulier non occidentaux, avec une limitation pour pouvoir travailler, sinon ça devient trop long. On a pris les réseaux mondiaux de plus de 100 millions d'abonnés. Là, vous avez la liste des 36 réseaux sociaux. Comme vous voyez, ceux qui sont marqués en marron sont les réseaux sociaux non occidentaux. On a équilibré et les résultats ont été clairement équilibrés. Cela dit, les autres éléments de l'indicateur usage mériteraient d'être améliorés. Ce sera pour la version 4. Pour les contenus ouverts, il y a des statistiques sur les MOOC. Pour le streaming vidéo, il y a autre chose dans le monde que Netflix et YouTube. Il faudrait qu'on s'attaque un peu à d'autres applications de streaming. C'est pour ça que ça n'a pas la meilleure note. La modélisation, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment assez compliqué. C'est un fichier Excel avec 16 onglets qui fait 20 millions d'octets, qui travaille avec 220 pays et 329 langues, des grosses matrices, qui prend les sources et qui les travaille pour obtenir les résultats. Là, je vous recommande d'aller lire le document. Malheureusement, on n'a pas fini quand on a fait cette feuille Excel parce qu'il y a un pré-traitement des sources. Le problème est complexe. Ethnologue, par exemple, nous donne une matrice de 11 500 lignes avec nom de la langue, nom du pays, locuteur L1, locuteur L2. Elle répète ainsi toutes les lignes où la langue apparaît dans chaque pays. Nous, on a besoin d'une matrice 215 pays, 329 langues, dans lequel chaque case nous donne le nombre de locuteurs de cette langue dans ce pays. Donc, il a fallu modifier le format avec un programme. De plus, il y a un concept complexe de macro-langue. Il n'y a pas une langue arabe, il y a 29 langues arabes. Si on veut avoir un résultat pour l'arabe, il faut fusionner les 29 langues arabes. Même chose pour le serbo-croate. Ce n'est pas un concept qui plaira peut-être du point de vue géopolitique, mais bon, du point de vue linguistique, il y a une langue, macro-langue serbo-croate, qui inclut le serbe, le croate, la langue de Bosnie et de Monténégro, 4 langues, etc. Donc il a fallu fusionner ces langues, et quand on fusionne ces langues, il faut également faire attention aux sources de données. Quand les sources de données apparaissent, si elles ne travaillent pas sur les macro-langues, il faut fusionner également les macro-langues. Et il y a également des pays pour lesquels il n'y a pas de données de connectivité, on ne peut pas travailler avec eux, ils sont listés dans le tableau de droite, soit parce qu'ils sont très petits et l'UIT n'a pas fait l'effort, soit parce que c'est le cas je crois, de la Corée du Nord, il n'y a pas de données, ou peut-être même il n'y a pas d'Internet pour les personnes. Notez aussi que le Kosovo, si disposait de données de l'UIT, mais n'était pas inclus dans les pays technologues à cette date. Donc il n'apparaît pas. Désolé. Pour conclure, il est temps de parler des autres sources existantes. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 2 sources qui existaient du monde du marketing. Internet Borska, depuis 2004, propose chaque année, une fois par an, les 10 premières langues en termes d'internautes. W3 Tech, depuis 2011, propose, avec une mise à jour quotidienne, les 35 premières langues en termes de contenu. Ces 2 sources, seules dans le désert, ont été utilisées par des milliers de chercheurs
et de responsables de politique linguistique dans le monde, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Pourtant, elles sont extrêmement biaisées, surtout la deuxième. Ça, c'est en anglais, je suis désolé, c'est une image de la page web qui montre les différences qu'il y a. On va les regarder de plus près. Pour Internet World Stat, les différences sont dues à des sources différentes pour les données des mots linguistiques principalement. Mais il y a également le fait qu'eux prennent les pourcentages mondiaux des 10 premières langues sur la population mondiale, ce qui, à mon avis, surestime considérablement les chiffres et cache l'erreur dans le reste. De plus, il y a une erreur apparemment avec le français, pour lequel il donne régulièrement des chiffres autour de 35% de francophones connectés à l'Internet, alors que nous en voyons 65%. Si c'était 35%, les francophones d'Afrique et des pays non industriels auraient zéro comme taux de connexion, ce qui n'est pas la réalité de l'Afrique non plus. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais regardons maintenant le plus important, c'est W3Tech. Les différences ne sont pas élevées, elles sont énormes. Nous avons l'anglais à 26% quand ils l'ont à 62%, le russe à 3% quand ils l'ont à 7%, le persan à 0,7%, ils l'ont à 3,5%. Le chinois, qui pour nous est la première langue de l'Internet avec l'anglais, il lui donne seulement 1,3% des contenus. L'Indie, c'est encore pire, 0,1%, il y a une différence de 1 à 30, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Un au moins des deux, eux et ou nous, se trompent complètement. Qu'est-ce qui ne va pas avec W3Tech? Ce sont des gens très sérieux qui font un très bon travail sur les technologies web, mais JavaScript, c'est pas la même chose qu'une langue. Une langue de programmation, c'est pas la même chose qu'une langue humaine. La grande différence pour laquelle ils n'ont pas pris en compte, c'est le multilinguisme. Ils n'ont pas pris en compte le multilinguisme et cela provoque des erreurs gigantesques. Comment ils fonctionnent? Ils ont un algorithme de reconnaissance des langues qu'ils appliquent aux 10 millions de sites web les plus visités. Ils comptent la page d'accueil, la home page, et ils lui donnent une seule langue. En faisant ça, ils éliminent un tas de sites multilingues. Ils considèrent comme anglais des sites qui ne sont pas anglophones, mais qui ont quelques mots d'anglais ou un résumé en anglais dans la page d'accueil. Bref, ils se trompent dans des proportions gigantesques. Nous avons proposé une manière de corriger leur méthode sans faire trop d'efforts. J'espère qu'un jour, ils se préoccuperont pour le faire et j'espère que quand ils le feront, on trouvera des résultats qui sont comparables. De toute façon, soyons sérieux. Depuis 2011, W3Tech dit que l'anglais a une valeur supérieure à 50%, presque 60%, stable. Entre 2011 et 2022, l'Internet a cru exponentiellement au niveau des langues. Pour rester stable dans un univers qui croît exponentiellement, il faut croître exponentiellement. Il n'y a aucune raison pour que l'anglais, dans les dernières années, ait eu une croissance exponentielle dans l'Internet. Les anglophones dans l'Internet sont passés de 1 à 3. 1 sur 3 en 2011 comprenait l'anglais. Aujourd'hui, c'est 1 sur 8. Sachant que L1 plus L2 de l'anglais, c'est moins de 20% de la population mondiale. 80% de la population mondiale ne comprend pas l'anglais. Et aujourd'hui, la population mondiale est connectée à l'Internet à plus de 50%. Selon W3Tech, le chinois et l'hindi réunis représentent seulement 1,5% du total des contenus, alors que si on les réunit au niveau des internautes, c'est pratiquement un tiers des internautes. Sachant de plus, et il y a pas mal d'études qui l'ont montré, toutes les études convergent vers cela, les internautes dans l'Internet utilisent leur langue maternelle, principalement pour le commerce électronique. C'est également vrai en Inde. L'Inde est la deuxième langue anglophone du monde, mais en Inde, les dossiers existent. Il y a eu une étude là-dessus. Les internautes utilisent le bengali, l'hindi et leur langue maternelle, pas l'anglais. Je conclus avec ça. Le multilinguisme de la toile est probablement aujourd'hui plus élevé que celui de l'humanité. Et si ce n'est pas vrai aujourd'hui, ce sera vrai très vite. Pourquoi? 43% des humains ont plus d'une langue. Si 50% des sites web ont plus d'une langue, le multilinguisme de la toile est plus fort que celui de l'humanité. La grande différence entre l'un et l'autre, c'est que les humains qui parlent 70 langues, il n'y en a pas. Il y en a très 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 peu. Dans l'Internet, il y a des sites qui parlent 10, 20, 30, 40 langues.
Donc il y a moins de limitations pour être multilingue dans le web, dans la toile, que chez les humains. Voilà, c'est ma conclusion. Je vous invite à aller voir les résultats et à lire éventuellement l'article scientifique. Je vous remercie.